recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Avec un invité sur le plateau, nous tentons d'en parler. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en Turquie. Le président était à Ankara, maintenant il doit être à Istanbul. Des accords ont été signés avec ce pays, mais il y en a qui pensent que le président a fait un peu de trop. Que dire de ces multiples voyages de son Excellence, Monsieur le Président de la République? On en parle. On reviendra également sur la répartition des postes au niveau des entreprises et d'autres questions importantes d'actualité politique seront également abordées dans cette émission. Un invité avec moi, un visage que vous connaissez, Maître Yves Mouekassa. Maître Mouekassa, bonjour. Bonjour, cher ami Perrault. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue donc à cette émission. Ça fait longtemps que je vous ai eu sur ce plateau et toujours un grand plaisir de vous avoir, cher frère. Oui, je vous remercie pour l'invitation. C'est chez moi. C'est toujours avec un plaisir exquis que je me présente sur ce plateau où le débat est toujours d'un niveau très élevé. J'étais en train de discuter avec quelqu'un qui m'a appelé, je crois que c'était de Paris ou quoi. Je ne sais même pas pourquoi je ne vous ai pas parlé de ça en coulisses. Il m'a dit que vous recevez souvent un frère qui vient dans cette émission qui s'appelle Yves Mouekassa. Je le connais, frère, bon ami, il prie beaucoup. On vous voit comme quelqu'un qui priait beaucoup. Est-ce que c'est possible de trouver le chemin de l'équilibre entre la foi, la prière, le métier d'avocat? On fait comment quand on dit que dans ce que vous faites, vous ne pouvez pas percer si vous n'êtes pas dans l'occultisme? Qu'on vous présente comme quelqu'un qui prie beaucoup, j'étais quand même assez surpris, maître. Effectivement, je suis quelqu'un de profondément croyant. Je suis ministre de culte, je suis pasteur aussi dans une église de réveil. Et je suis avocat. J'ai l'habitude de dire la prédication, c'est ma vocation. Le barreau, c'est mon gagne-pain. Et la politique, c'est ma passion. Donc voilà, je sais marcher avec ces trois éléments. Aux enfants des dieux qui posent la question de savoir est-ce qu'il est possible de percer sans toucher aux histoires que vous connaissez, je pense et j'espère être parmi les réponses vivantes pour la plupart de ceux de la nouvelle génération qui peuvent se dire qu'on peut servir Christ et percer, émerger dans le domaine qui est le vôtre, quel qu'il soit. Donc, est-ce compatible de servir Christ et d'être passionné de la politique? Parce qu'on sait que vous défendez des tendances de messieurs. Je ne sais pas pourquoi je vous amène sur ce terrain. Vous étiez venu pour qu'on parle politique, on va en parler, ne vous en faites pas. Mais est-ce que c'est compatible? Vous dites que vous êtes un prédicateur d'évangile, mais on vous connaît tshisekidiste. Moi, je suis kabyliste. Je suis croyant dans votre église. Vous pensez que je viendrai m'étaler auprès de vous en disant, pasteur, écoutez, j'ai un problème avec ma femme, je suis sorti avec telle femme, tout en sachant que vous êtes d'un bord différent du mien? Justement, être des adversaires politiques, c'est pas des ennemis. Ça, c'est une notion qu'on doit vraiment intérioriser chez nous au Congo. On a l'habitude de penser que quand des gens sont adversaires politiques, ils deviennent des ennemis. Ça, c'est une subtilité que j'ai appris au barreau, où l'on peut se rentrer dedans devant les juges, mais à la fin de l'audience, tu vois les deux avocats des partis opposés parler tout bonnement et puis discuter. Le fair play. Jésus-Christ lui-même a les trois casquettes que moi j'ai. Jésus-Christ a fait de la politique, il est roi. Un roi, c'est un politicien. Jésus-Christ est l'avocat auprès du Père. Il est avocat. Et Jésus-Christ est le prédicateur. Donc, ces trois qualités ne sont en rien incompatibles avec la vie de foi. Maintenant, il revient à chacun d'avoir un ordre de valeur. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont en politique actuellement. La grande question, c'est est-ce que vous êtes prêts à sacrifier des principes auxquels vous croyez pour un gain politique? C'est ça la ligne qu'il ne faut pas franchir. Mais je pense que dans un pays comme le nôtre, un pays où la grande majorité de Congolais sont croyants, même si certains sont moins pratiquants, mais vraiment, je ne pense pas que dans un pays comme le nôtre, il y ait un groupe de gens qui ne croient pas que Dieu existe. Chacun de nous croit que Dieu existe, même si on les sert d'une manière ou d'une autre. Et il faut que ces valeurs-là, ces valeurs de foi, soient représentées au niveau de la gouvernance même du pays. Donc le fait que je soutienne
le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne m'empêche pas de faire ni mon travail d'avocat. Je défends en tant qu'avocat des gens qui sont du FCC, des gens qui sont, d'ailleurs vous en connaissez plusieurs, des gens qui sont du FCC, des gens qui sont de la MOUCA. Ça c'est mon travail d'avocat. Ça ne m'empêche pas de faire l'œuvre des dieux de la manière dont nous la faisons, parce qu'à la maison de Dieu, lorsque nous entrons, nous laissons nos opinions politiques à la porte. Et puis n'oublions pas une chose, on peut être né de même père ou de même mère et avoir des opinions politiques divergentes. Moi j'ai un frère, mon frère à moi, mais qui est pro-Fayoulou. Mais est-ce qu'on va couper le lien fraternel qui existe entre nous deux parce que toi tu soutiens Fayoulou et moi je soutiens Félix-Antoine Tshisekedi? Pas du tout. Il en est de même de ceux qui sont frères en Christ, il en est de même des collègues de travail. Je ne pense pas qu'ici à CEPEL, tu as imposé un choix politique à tous tes collaborateurs. Donc ils ont cette liberté de ne pas adopter la posture politique de Perrault. Et c'est ça même l'esprit de la démocratie. Cette tolérance. Encore faut-il savoir si Perrault a vraiment une posture politique. Je sais qu'on m'attribue un peu un certain nombre de choses, mais à l'heure où nous faisons cette émission, je n'en ai pas une. Sincèrement, là, c'est vraiment du fond de mon cœur. Alors, Maître Mouekassa, le président de la République n'est pas au pays, ça fait plus d'une semaine. Il y a quand même beaucoup de polémiques autour de voyage du président. Avant d'entrer dans ça, le président a signé hier ou avant-hier des accords dans son étape d'Ankara avec le président turc. Comment jugez-vous le séjour du président en Turquie? C'est quand même rare de voir un président africain, congolais. Je ne sais pas si dès l'histoire de notre pays on a eu une visite officielle en Turquie. Qu'est-ce que vous vous dites que M. Tshisekedi est en train d'explorer les zones où le pays n'était pas là? Bon, je pense que ce voyage du chef de l'État en Turquie n'est peut-être pas encore apprécié à sa juste valeur par le Congolais en général. Parce qu'il faudrait qu'on envoie les retombées, qu'on envoie les tenants et les aboutissants pour que les Congolais puissent enfin apprécier cela à sa juste valeur. Mais seulement de manière éparse, et je vais essayer de le dire de la manière la plus simple possible. Aujourd'hui, la plupart des commerçantes congolaises qui allaient acheter des trucs à l'extérieur, à une certaine époque, c'était la Chine. Aujourd'hui, c'est la Turquie. Ouais. Donc, la Turquie est un partenaire majeur. Le chemise, le robe, que les mamans portent, tout ça. Un partenaire majeur au niveau du commerce. Qu'on appelle le commerce extérieur avec la RDC. La Turquie, rappelez-vous, les mamans congolaises partaient, d'abord c'était à Ngwanzou, Pékin, et puis ils ont découvert Ngwanzou. Et à un certain moment, aujourd'hui, il est quasiment difficile, quasiment impossible pour une Congolaise d'aller acheter des trucs à Ngwanzou et revenir ici faire des bénéfices. Pourquoi? Parce que les Chinois ne nous laissent plus aller acheter au prix le plus bas et eux-mêmes viennent vendre ici, faisant une concurrence déloyale à nos mamans, notamment par le fait que les Chinois aujourd'hui font le petit commerce qui, de par la loi, est réservé aux Congolais. S'il reste un marché où les mamans congolaises, bon je parle des mamans, il y a beaucoup d'hommes également qui œuvrent dans ce secteur-là, mais s'il reste un marché où les Congolais vont à l'extérieur et importent des denrées, c'est la Turquie. Donc la Turquie, c'est un grand partenaire économique. Maintenant, il fallait à un certain moment formaliser tout cela. Redonner une forme importante. C'est ainsi que le président de la République, déjà par rapport à cette visite, qui sur la forme redonne une certaine fierté à être congolais. Moi, vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un président congolais être reçu avec tant de faste. Ça nous rappelle les meilleures années du président Mobutu, ouais, où il était reçu par les puissants du monde avec toute la tiraille qui accompagne tout ce faste qui accompagne une visite officielle, une visite d'État. Donc déjà sur le plan de la forme, rien qu'en voyant la manière dont le président Félix-Antoine a été reçu là-bas, je pense que c'est une marque de respect et de considération vis-à-vis de la RDC. Maintenant, quant au fond, ils ont signé 3 accords. Je vais rester sur ce qui me semble être le plus important, l'accord de non-double imposition, qui va vraiment bénéficier aux Congolais. Pourquoi? Parce que ceux qui font le commerce transfrontalier, ici et là-bas, les Congolais vont en Turquie, ils achètent des trucs et ils reviennent, payent l'impôt doublement. Parce que lorsque vous faites des achats là-bas, ou vous travaillez là-bas, il y a des impôts que l'on paye.
Lorsque vous revenez ici, éventuellement, vous pouvez encore payer des amendes. En cas de signature d'un accord de non-double imposition, on facilite à cela parce que le principe de la non-double imposition, c'est que les impôts payés ici sont comptabilisés là-bas. Donc, vous ne payez pas deux fois. Si vous avez payé ici, vous ne payez plus là-bas. Si pour la même tranche d'impôt, le montant à payer est équivalent. Donc, cet accord de non-double imposition va grandement profiter aux commerçants congolais qui font Turquie, RDC régulièrement. Donc, cette visite d'État, sur le plan commercial, je pense que cela va entraîner des retombées très importantes pour le Congo. D'abord, je pense que le volume des échanges entre les deux pays va augmenter. Il y a aussi un accord sur les investissements qui ont été faits. Aujourd'hui, la Turquie, ce n'est pas n'importe quel pays. La Turquie, c'est la 21e puissance économique au monde. Donc, en termes de chiffres, en termes d'argent, en termes d'investissement, ils ont quand même de l'argent. Quand on sait que les deux facteurs de production sont le travail et le capital, nous savons que nous n'avons pas le capital. Donc, quand il y a des gens qui peuvent emmener des capitaux chez nous, c'est une bonne chose. Et puis, même sur le plan militaire, même s'il n'y a pas eu un accord qui a été signé de manière ouverte sur le plan militaire, mais la Turquie, c'est quand même une grande puissance militaire. Je pense que ça doit être vers la 11e ou 12e puissance militaire au monde. Dans un pays comme le nôtre, qui a des grands défis pour sécuriser sa partie Est, donc lorsque nous sommes en partenariat avec des partenaires étrangers, c'est une bonne chose. Et puis un dernier élément sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que lorsqu'on diversifie les partenaires, on ne nous tient plus au cou. Lorsque vous avez un seul partenaire, vous devenez totalement dépendant. On l'a vu avec le fameux contrat chinois que certains d'entre nous avaient acclamé, espérant avoir une bouée de sauvetage qui allait sortir le Congo de son marasme économique. Mais on a vu comment les dérives ont caractérisé ce contrat chinois dans son exécution. Et aujourd'hui, les Chinois sont partout en train de faire ce qu'ils veulent. Mais lorsque vous avez de nombreux partenaires, vous avez une monnaie de rechange, vous avez une monnaie dans les négociations pour dire au partenaire X, si avec vous, nous n'avons pas de termes qui conviennent, on peut traiter avec partenaire Y, on peut traiter avec partenaire Z. Maître Mukasa, vous saluez la visite du président, allons un peu dans la polémique. Beaucoup estiment que le président en fait un peu trop en matière de voyage. J'ai lu qu'on a dit, d'ailleurs RFI en a parlé aussi à un moment donné, d'après ce que j'ai appris, c'est le 100e voyage de M. Tshisekedi. Et selon certaines estimations, en 100 voyages, le président a dépensé 250, je parle au conditionnel, dépensé 250 millions de dollars américains en termes de voyage. Est-ce que vous ne pensez pas que ça n'est un peu de trop? Quand on sait que sur le plan comptable, le président, ses multiples voyages ne ramènent pas grand-chose de manière visible et palpable aux Congolais. Maître, 100 voyages en 2 ans ou 3 ans de pouvoir, 250 millions de dollars américains dépensés rien que pour les voyages. Est-ce que c'est pas trop quand même ce que fait le président de la République? Bon, déjà, je pense que c'est vraiment purement et simplement des fake news. Le président de la République n'a pas fait 100 voyages comme certains le disent. Et quelqu'un avait même indiqué comme source l'ODEP, qui aurait parlé de ce faramineux montant de 250 millions. Et l'ODEP a contredit ce message. Il n'y a jamais eu 250 millions de dollars dépensés pour les voyages du président de la République. C'est du fake news pur et simple. Ça n'a jamais existé. C'est combien selon vos informations? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais celui à qui on a attribué ce chiffre, l'ODEP, a démenti, que l'Observatoire de la dépense publique a démenti en disant que ce message ne vient pas de l'ODEP. J'ai là devant mes yeux une mise au point de l'ODEP qui dit que ce message n'est pas vrai. Ils n'ont jamais accordé une quelconque interview à soi-disant RFI ou des journalistes qui ont rapporté ces montants faramineux qui ne correspondent pas. Non, mais on se rappellera quand même qu'il y a quoi? Il y a un peu plus d'une année, le président lui-même, il parlait déjà de 50 millions. Quand on multiplie ce qu'il a déjà fait, rappelez-vous, lorsqu'il était critiqué, le président dit que ces voyages n'auraient coûté à la République que 50 millions. Mais multipliés. Si l'on restait dans cette logique, 50 millions il y a une année, alors que l'année 2021 a été caractérisée par la Covid. Ça veut dire que même le président a moins voyagé en 2021 qu'en 2020. Si l'on reste dans cette logique-là qu'il était à 50 millions, comment il va passer de 50 millions à 250 millions alors qu'il ne voyage presque plus compte tenu de la pandémie Covid?
Donc, ça c'est un argument de plus pour dire que c'est complètement farfelu. Il n'y a jamais eu 250 millions de dollars dépensés par le président de la République. Il n'y a jamais eu 100 voyages. Maintenant, est-ce que le président ne voyage pas? Oui, il voyage. Pourquoi voyage-t-il? Est-ce qu'il n'a fait pas de trop? Le problème, c'est pas de voyager. On sait qu'un président peut voyager. Le problème, c'est l'opportunité, la multiplication de voyages. Qu'est-ce que ça nous rapporte, ces voyages, ces allers-retours de notre président à l'étranger? Les implications ou les incidences sont multiples. Lesquelles? Il y a les incidences politiques. Ça veut dire déjà le fait que la RDC retrouve sa place dans le concert des nations. Il y a les incidences économiques. On en a vu, notamment avec les prêts que nous avions reçus du FMI. Nous revenons dans un programme avec le FMI où nous pouvons avoir accès à des crédits qui sont indispensables pour la reconstruction de nos infrastructures. Nous l'avons vu avec la coopération militaire qui est la conséquence de ces différents contacts sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, à l'Est, des instructeurs américains sont arrivés il n'y a pas longtemps pour mieux préparer nos troupes à faire face à cette guerre asymétrique qui tue, qui cause tant de morts, tant de dégâts à l'Est de la RDC. Donc, si l'on devait réfléchir de manière rationnelle, sans émotion, sans fanatisme, sans posture politique, on se rendra compte que les voyages du président de la République sont en train de rapporter à la RDC. D'autant plus que nous ne pouvons à cet instant précis évaluer les conséquences ou les retombées de ces voyages qu'à court terme. Mais dans 2 ans, 3 ans, l'on se rendra compte qu'il y aura beaucoup plus de choses qui ont été faites. Notamment là, lorsque je parle des accords de coopération qui ont été faits avec la Turquie, on en voit les incidences. Donc, le président de la République est en train, à travers ce voyage, non pas de faire du tourisme, comme certains voudraient le faire croire, mais il est en train de faire un travail sur le plan de la diplomatie mondiale. Non, mais vous parlez des concerts des nations. On a échoué ici à la SADC, au poste de secrétaire exécutif. On a échoué à être membre non permanent du Conseil de sécurité. Quand vous dites qu'on revient sur la scène au niveau des concerts des nations, vous voulez parler de quoi? On n'a pas encore senti le Congo revenir, le grand Congo revenir sur la scène internationale, maître Yves Mwekassa. Le simple fait déjà qu'un Congolais soit sur la shortlist parmi les 2 candidats retenus en dernière minute pour diriger la SADC, je pense que c'est déjà une victoire. C'est une preuve de crédibilité. Maintenant, est-ce qu'on va dire que tout va mieux? Pas nécessairement. Nous avons encore des efforts à faire parce que nous venons d'où? Nous venons d'un pays post-conflit, nous venons d'une situation où le Congo était complètement discrédité sur la place internationale. Aujourd'hui, on est en train d'avancer petit à petit. Pour ce qui est du Conseil de sécurité, bon, nous le savons, nous sommes venus en retard parce que au niveau de l'Union africaine, il y avait déjà un mécanisme qui avait déjà été engagé pour que ce poste soit attribué à notre pays frère et non pas à la RDC. Donc, je pense que lorsqu'il faut sereinement évaluer, on se rend compte que le Congo est en train de revenir. Le Congo est en train de revenir. Aujourd'hui, je l'ai dit, lorsque nous avons mentionné le voyage du président de la République en Turquie, de mémoire récente, très rarement on a vu un président congolais être reçu avec autant de faste. Ça, ce n'est pas du coloriage. C'est quelque chose qui est l'expression de l'estime ou de la place que le peuple turc place la RDC. Donc, ça, c'est un élément qui est appréciable en diplomatie parce qu'aujourd'hui, le Congo est petit à petit en train de revenir sur la place politique. Mais Maître Mwekassa, restons dans le couloir de voyage du président. Qu'est-ce que vous dites de tous les ratés qu'on constate autour du président en termes de voyage? Mon président, président Babillé. Est-ce que ça aussi, c'est quand même pas craché sur l'image de la République à l'extérieur? Est-ce que vous pensez que le président est aidé par ses services, par ceux qui l'entourent, par son entourage, son protocole? C'est quand même le Grand Congo, le président est la première institution de la République. Qu'est-ce que vous dites de ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, de ces images qui, d'une certaine manière, dénotent de la désorganisation autour des voyages de notre président de la République? Là, il y a un correctif à faire. On ne peut pas encourager ce genre de dérive. Il y a un correctif à faire. D'autant plus que ces comportements très regrettables peuvent aussi mettre à mal la sécurité du président à l'extérieur.
Donc, sur ce point-là, vraiment, c'est une intervention. Vous êtes choqué, vous, de voir ces images-là? Je suis choqué de voir des images comme ça, quand le président de la République se rend à l'extérieur. Je pense que même nos frères de la diaspora qui y sont appelés à beaucoup plus de retenue. Et il y a des choses qui ne se font pas chez les voisins. Il y a des choses qui ne se font pas chez les voisins. Un enfant ne pleure pas de faim chez les voisins. Dire président aux Zongiba Nabaliete, non, c'est pas normal, c'est des choses qui ne devraient pas se faire. Donc sur ce point-là, nous invitons tous nos frères de la diaspora à beaucoup plus de retenue. Ceux qui aiment le président et qui veulent exprimer cet amour ont mille moyens de le faire, sans nécessairement vouloir le mettre dans des situations quasi embarrassantes comme ça, surtout en présence des mais on tire les responsabilités. Vous tirez sur qui, vous, hein? Je ne tire sur Est-ce que pas le président lui-même aussi, à un moment donné, qui se montre trop naturel, trop un président normal, comme le disait François Hollande? Est-ce que c'est son entourage? Est-ce que c'est son protocole? J'ai vu beaucoup de gens tirer à boulet rouge sur l'entourage du président qui ne fait pas correctement son travail. C'est justement ce côté-là qui fait que j'aime Félix-Antoine Tshisekedi. Ce côté naturel, ce côté facile d'abord, ce côté humain. Ce qui fait que je l'aime à cause de ça. C'est cet aspect-là. Je pense ne pas être le seul Congolais à aimer cet aspect de Félix-Antoine Tshisekedi. Un président humain. On ne va pas changer sa nature parce que certaines personnes ne font pas ce qu'il faut. Au contraire, l'entourage du chef de l'État, en particulier les services de sa sécurité, devrait veiller à ce que ce genre de choses ne se font pas, ainsi que le protocole. C'est un travail qui est fait par le protocole des services de sécurité, qui vient en équipe d'avance, le chef va venir ici, le public va se limiter, où tout ça s'est fait en amont. Ce n'est pas lorsque le président arrive que l'on se met à placer des barrières, ce sont des choses qui se font en amont. Donc on interpelle sur ce point-là le service de protocole, le service de sécurité du président de la République. Mais pour ce qui est de la nature du président, je lui dirais, président, ne changez pas. Restez humain. Le Congo a besoin d'un président humain, parce que c'est cette humanité-là. Aller au Matanga comme il est fait de temps en temps, on le voit dans des mariages de temps en temps. Est-ce que le président ne doit-il pas rester un homme sacré qu'on ne voit pas tout le temps? Est-ce que le président ne doit-il pas rester un homme dans des cavernes comme l'était, je veux dire, David, où il garde un certain mythisme autour de sa personne et autour de ce qu'il fait? Nous oublions malheureusement que le président est le serviteur des Congolais. Le président est le serviteur des Congolais. Hein? En lingala, on dirait Mwana Moussala ba Congolais. Donc, il ne peut pas bien faire ce service s'il est complètement déconnecté de la réalité. Est-ce que vous savez qu'il y a des nouvelles, il y a des choses qui, lorsqu'ils passent par les courroies officielles, n'arrivent pas au chef? Il faudrait parfois qu'ils viennent sur terrain pour voir des visus qui se fait, pour palper la température de la réalité que vit sa population sur terrain. Donc, le président, vous savez, dans ce pays, on est habitué aux extrêmes. On a connu le maréchal qui était quelqu'un d'extrêmement autoritaire, mais qui, à ses heures, a aussi su s'ouvrir plus ou moins à la population. Je me rappelle à l'époque, il avait des rencontres qu'on organisait à l'Antélé. Nous étions encore tout petits, mais des gens se rendaient à l'Antélé régulièrement pour rencontrer le maréchal. Et on a connu Mouzé, qui était facile d'abord. On a connu le président Kabila, qui était quelqu'un de très, très réservé. Mais maintenant, on a Moutou Abatou. Un président normal. Un humain. Oui, un humain. Et ce côté-là, il ne faudrait pas qu'il le change. Parce que lorsque vous et moi, nous aurons des remarques à faire, nous le ferons à cet homme-là, à cet humain-là, qui ne percevra pas, qui n'appréhendera pas chaque remarque, chaque critique comme une insulte. Il faut être humain pour accepter les critiques. Parce que lorsqu'on a une image, on est trop imbu de soi. Toute critique est perçue comme une tentative de coup d'État, comme une tentative de renversement. On ne veut pas de ça. On veut un président humain, un président auquel les Congolais peuvent s'identifier en se disant, bon, il est comme nous, mais il a été élu pour être le premier entre ses pairs. Primus inter pares. Il n'est que le premier d'entre les Congolais, mais ce n'est pas un extraterrestre. Nous voulons qu'il demeure tel quel, mais seulement, il faudrait qu'un travail soit mieux fait pour éviter ces spectacles nauséeux auxquels nous avons eu droit à voir
la diaspora congolaise l'interpellait comme si cela se faisait à Rond-Point Victoire ou à Magazine, ce n'est pas bien. Maître Yves Mwekassa est donc notre invité de ce soir. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Si vous nous rejoignez, notre invité de ce matin ou de ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous avez donc pris cette émission. C'est donc Maître Yves Mwekassa qui est un homme politique et qui soutient le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On rentre dans le pays, maître. Vous êtes juriste et l'actualité, c'est cette affaire qui est sortie il y a 2-3 jours, des sextapes des élèves. On a vu le ministre de l'EPST prendre des décisions excluant d'abord ces enfants de leur école, mais aussi de tout système éducatif. Il y en a qui disent qu'il n'a pas le droit. Vous êtes juriste, vous êtes parent. Qu'est-ce que vous pensez de la décision prise par le ministre de l'EPST? Bon, cette décision de l'exclusion du système éducatif était excessive. Heureusement, je pense que le ministre a fait marche arrière sur cet aspect-là. Parce que, vous savez, il y a plusieurs lois ici chez nous qui protègent l'enfant. D'abord, il y a la Constitution qui dit que l'éducation est un droit. Ce n'est pas une faveur que nous faisons aux enfants, c'est leur droit. On ne peut pas exclure un enfant du système éducatif parce que c'est un droit. Nous avons la loi portant protection de l'enfant chez nous qui dit que lorsqu'il faut prendre des décisions concernant l'enfant, que ce soit au niveau judiciaire, au niveau administratif ou à n'importe quel échelon, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être au centre de la décision qui doit être prise. Or, en décidant d'exclure de manière définitive les enfants du système, de tout le système éducatif, ce n'est pas l'intérêt supérieur de ces enfants-là qui est gardé en vue. Donc, quand ces enfants sont sortis de ce système, c'est pour qu'ils deviennent quoi demain? Des koulouna, qu'ils deviennent des prostituées ou quoi? Ce sont des enfants. Ce qu'ils ont fait est atroce, mais ce sont nos enfants. Tous les parents qui me regardent, quel est le parent qui va tuer sa fille parce qu'elle a fait quelque chose comme ça? On va la punir, on va fouetter, souffleter, mettre à genoux, mais en fin de compte, on va parler à l'enfant et remettre l'enfant sur le chemin de l'école. Donc, la mesure d'exclusion pour cette année, je pense qu'elle est largement justifiée parce qu'on ne peut pas encourager ce genre de pratique chez nos enfants. Mais maintenant, il faudrait que certaines mesures d'encadrement soient prises, éventuellement remettre ces enfants-là entre les mains des spécialistes. Vous savez, nous avons nos tribunaux, les tribunaux pour enfants, ont des structures, il y a des assistants sociaux qui sont là, qui sont experts dans cette matière-là, qui peuvent accompagner les enfants pour que l'année prochaine, ces enfants reviennent dans le système éducatif et puis qu'on essaye de les rattraper. Nous tous avons commis, peut-être pas, eux c'est la génération Android, ils font des choses que nous on ne faisait pas, mais quand même, dans notre parcours, nous avons commis des fautes pour lesquelles on a été corrigés, pardonnés, redressés. Si nos vies avaient été condamnées de manière définitive parce qu'on a commis une faute à 13 ans, 14 ans, 15 ans, je pense que nous ne serions pas toi et moi sur ce plateau, moi avocat et toi le journaliste de renom que tu es. Donc, cette mesure était excessive. Il faut punir les enfants. Peut-être qu'il a voulu donner un coup, il a voulu taper du poing sur la table. Prêcher par une rupture en disant trop c'est trop, nos enfants ils en font un peu trop. Il faut peut-être rentrer dans sa tête aussi parce que j'ai comme l'impression que depuis qu'il a pris cette mesure-là, on tire à boulet rouge sur lui sans pour autant entrer dans sa tête pour s'imaginer, je suppose. Bon, attendez. Il faut qu'on ait le sens de la mesure. On ne peut pas être plus sévère avec les enfants qu'on l'est avec les adultes. Nous avons connu dans ce pays des pasteurs, des chanteurs, des politiciens dont la nudité a été exposée. Lequel d'entre eux est exclu de manière définitive de la vie nationale ou de la politique ou de... Personne. Alors, il ne faut pas appliquer aux enfants des valeurs ou des normes que les adultes ne suivent pas. On ne peut pas faire de ces enfants-là les boucs émissaires de notre propre dysfonctionnement. Ces enfants-là, ils imitent qui? Ils nous imitent, nous. Aujourd'hui, quand vous allez sur TikTok, vous allez sur Facebook, vous allez à la télé, nous, Congolais, qu'est-ce que nous faisons? La nudité à longueur de journée. Aujourd'hui même, je me rappelle à l'époque de nos mamans, elles étaient vêtues décemment. Aujourd'hui, les femmes qui s'habillent de manière décente, qu'est-ce qu'on dit d'elles? Et les enfants imitent, mais en essayant de faire, en faisant pire. Donc, il faut garder la mesure. Il ne faut pas faire de ces enfants-là les boucs émissaires. Il faut les redresser. Si, éventuellement, les confier entre les mains des spécialistes. Nous avons des assistants sociaux au niveau des tribunaux pour enfants. Il faut les mettre à profit. Ils savent comment faire cela. Ils ont été formés pour cela. Recadrer les enfants pendant le temps où ils sont exclus de l'enseignement.
Et puis, à la rentrée prochaine, on récupère les enfants, on prend des mesures pour que ces enfants-là soient réinsérés. Le but de la sanction, c'est de corriger et de réinsérer, pas de tuer l'avenir de ces enfants-là. Peut-être que parmi ces enfants-là, demain, on aura un inventeur qui nous fera je ne sais pas quoi là, qui va bénéficier au pays. Il faut les aider à se redresser. Il n'est pas normal que des koulouna qui prennent des machettes, qui tuent, vous ne les tuez pas. Vous essayez de les redresser à Kanyamaka, c'est mais une petite fille naïve qui a peut-être été emballée, on ne sait pas si elle a été droguée, puisque juste là, aucune enquête n'a été faite. On ne sait pas est-ce que la fille a été droguée, est-ce qu'elle était consciente de ce qu'elle faisait, est-ce qu'elle a été soumise à la prostitution forcée. Il faudrait ne fût-ce que d'abord... Elle était contente, mais vous n'avez pas vu les images. Oh là là. D'abord, c'est vrai que je n'ai pas vu les images, mais deuxièmement, même alors, une fille de 13 ans, de par la loi, ne peut pas donner un consentement valable. J'ai appris qu'elle serait en troisième des humanités ou troisième. En troisième des humanités. Je sais même pas, je sais pas. Il semble qu'elle est en troisième. Troisième, c'est 15 ans, 15 ans. Donc, il faudrait d'abord mener une enquête. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont interrogé ces enfants pour savoir comment ils en sont arrivés là? Qui sait s'il y avait un adulte qui était derrière et qui poussait à ce que les enfants puissent faire cela? Qui sait si la personne qui filmait, ce n'était pas un adulte qui aurait provoqué d'une manière ou d'une autre? Il faut qu'une enquête soit menée de manière sereine. Mais sanctionnons les enfants dans la mesure de la faute. Je suis totalement contre ce que les enfants ont fait. Je ne voudrais pas que quelqu'un torde le sens de mes propos en disant que Maître Mweka ça soutient. Je ne soutiens pas, je suis totalement contre. Mais on ne tue pas un enfant parce qu'il a volé du pain. On les frappe, on le met à genoux, on les punit et puis on les renvoie à l'école. Donc punissons nos enfants, renvoyons-les à l'école. Maître Mweka, l'actualité, c'est encore cette épineuse question de la Commission électorale nationale indépendante. Toujours pas de président de la CENI. Mbosso a convoqué sa commission paritaire qui n'a toujours pas réussi. C'est vrai, à un moment donné, qu'ils ont dit qu'ils ont une solution, mais la plénière ne s'est toujours pas réunie sur la question. Il y en a qui pensent que Kadima ou rien. D'autres disent qu'on doit revenir sur l'élection de Kadima comme on l'a fait avec Ronsard Malonda. Quelle est la recette pour vous pour que la République se sorte finalement de ces blocages? La recette, c'est le consensus. Déjà, à ce niveau, on voit la différence entre ce qui s'est fait sous Kabila et ce qui est en train de se faire maintenant. Parce que certains ont voulu comparer les deux en disant voilà ce que Félix est en train de faire, il reprend exactement ce qui a été fait sous Kabila. Rappelons-nous que sous Kabila, c'était les chiens à bois, la caravane passe. Vous contestez un président de la CENI, il passe au forcing et il l'installe, comme ils ont tenté de le faire avec Ronsard Malonda l'année passée. Mais aujourd'hui, quand il y a des contestations, on dit retourner à la table de travail, aller essayer encore de trouver un consensus. Donc il y a un processus qui est en train d'être fait. L'idéal serait que le consensus soit trouvé, mais seulement à un certain moment, si les confessions religieuses n'arrivent pas à se mettre d'accord, il faudrait qu'on en tire les conséquences. Parce que là, la République, on a l'impression que la République ne tourne plus à cause de cette affaire. Oui, on doit en tirer les conséquences si les professions religieuses... Et ça sera laquelle pour vous que M. Kadima passe? Il y en a qui disent, pourquoi le président de la République ou l'UDPS qui soutiendrait, je parle au conditionnel, M. Kadima, n'échangerait-il pas en laissant qu'une autre personne... Non, je pense qu'il faudrait éviter cet amalgame. Ceux qui sont du côté de Félix Antoine Tshisekedi ne soutiennent pas M. Kadima parce qu'il serait de cette famille politique. Le soutien massif dont a bénéficié M. Kadima, rappelez-vous, quelqu'un dit à la télé que Kadima a été rejeté parce qu'il est kassaïen. Le pasteur Soni Kafuta, à l'époque. Et cet aspect de choses est resté dans la tête de certaines personnes. C'est ainsi que beaucoup de gens, que ce soit ceux qui soutiennent le président de la République ou ceux qui sont foncièrement anti-tribalisme, disent non, on ne peut pas le rejeter sur cette base, sur cette seule base. Donc, de là à dire qu'il est soutenu par une famille politique, non. Je pense qu'il est soutenu majoritairement par des gens qui sont contre le rejet d'un Kassaïen sur le simple fait de son appartenance tribale. Maintenant, s'il y a des motifs sérieux, des indices sérieux, parce que moi je m'attendais à ce que quelqu'un nous sorte un élément plus ou moins concret. Voilà, on l'avait vu au restaurant avec les frères du président Tshisekedi à Bruxelles. Voilà, il est marié à la nièce du président. Voilà, on l'a vu avec Kabouya et Jean-Marc Kabouya. Des éléments plus ou moins concrets sur base desquels on peut dire non. Ils ont raison de suspecter qu'il y aurait des affinités entre M. Kadima et la famille politique du président de la République. Mais en l'absence de tout, même pas de preuve, tout commencement de preuve,
je voudrais bien, moi, poser la question à ceux qui rejettent Kadima. Sur quel élément vous basez-vous pour dire qu'il est proche du président de la République? Quel est cet élément? Un seul élément concret, dites-nous, c'est lequel? Il a travaillé à un moment donné, on dit, comme expert à la présidence. Il a travaillé au mécanisme de suivi de l'accord. On dit que celui qui est coordonnateur là-bas est un homme très proche de M. Tshisekedi. Ça, on peut quand même trouver des liens, non? Justement, il faudrait y arriver. Mécanisme national de suivi. Le mécanisme est une institution créée dans le cadre régional et sous-régional. Pour renforcer la paix en RDC, créée dans ce cadre-là. Les experts qui viennent faire un travail au mécanisme ne sont pas employés par le mécanisme. Le mécanisme a un coordonnateur adjoint, un comité exécutif et des gens qui sont là-bas. La structure est connue parce qu'elle est reprise dans l'ordonnance qui a créé le mécanisme, l'ordonnance de 2013, si j'ai bonne mémoire. Mais les experts viennent régulièrement du PNUD, de tous les organismes des Nations Unies présents à Kinshasa pour faire un travail de formation. Quand ils viennent dans le cadre du mécanisme financé par l'extérieur, Ndaïwel était là aussi. Est-ce qu'on va dire que parce que Ndaïwel est venu faire, puisque le document sur lequel porte le nom de Kadima, le même document a été consigné par Ndaïwel. Va-t-on dire que parce que Ndaïwel était là, Ndaïwel qui est président du CLC, comment ça s'appelle? Comité laïque de coordination. Comité laïque de coordination des catholiques. On va dire qu'il est proche du président de la République parce qu'il a été lui aussi faire ce travail au mécanisme. C'est une raison insuffisante. Parce que ceux qui sont venus faire ce travail au mécanisme, ils sont venus comme des experts payés par le PNUD, même pas par l'État congolais. Ce sont des experts qui ont été recrutés par les partenaires internationaux pour faire un travail momentané, un travail ponctuel. Non mais si c'était le cas, qu'est-ce que vous dites de Katumbi quand il dit que dans la configuration actuelle, il y a des lignes rouges? Si ça continue, il va quitter l'Union sacrée. Si la loi Tiani est votée, il met cette affaire de la CENI comme étant des lignes rouges. On sent que ça brûle quand même au sein de l'Union sacrée que vous soutenez là. Effectivement, il y a des sérieux problèmes maintenant par rapport à ça. Moi, j'ose croire, j'espère encore de tout cœur qu'un compromis va être trouvé sur la question de la CENI pour que nous ayons des élections apaisées. Il n'y a pas un seul Congolais ici qui a envie de voir le sang, qui a envie de voir des résultats proclamés dans un char de combat. Il n'y a pas un seul Congolais qui a envie de voir ça. Donc j'espère qu'un compromis sera trouvé, mais qu'un compromis soit trouvé dans des conditions valables. Si aujourd'hui quelqu'un me donne un élément valable, aujourd'hui, qui dit voilà, à cause de ça, Kadima est lié au président de la République, à partir de demain, moi je ne soutiendrai plus que Kadima. Mais si cet élément n'est pas là et qu'on se base sur des éléments farfelus, appartenance ethnique, des éléments aussi subjectifs, je pense que il ne faut pas ouvrir cette on va ouvrir un autre chapitre que vous connaissez, que vous suivez, c'est la question des entreprises publiques. Mais bien avant d'en parler de manière générale, où en êtes-vous avec votre client Patience Aïba? J'ai fait une émission ici avec vous où vous contestiez à l'époque la suspension que vous jugez illégale à l'époque de ministre Okende. Mais Patience Aïba est à la maison, hein, malgré toutes vos contestations, vous, son avocat. Oui, justement, parce que nous faisons du droit, nous ne faisons pas de la cacophonie. Ça veut dire que lorsque nous avons un recours, la loi ne nous offre que deux brèches. Un recours gracieux que nous avons fait, ça veut dire que nous écrivons à l'autorité pour dire voilà, on estime que ceci n'est pas correct. Et puis un recours judiciaire que nous avons également fait en saisissant le Conseil d'État en annulation de cette... à l'heure où nous parlons, vous avez déjà saisi le Conseil d'État? On a saisi le Conseil d'État, l'affaire a été plaidée et nous attendons que le Conseil d'État se prononce sur la régularité de cette décision. Mais entre-temps, on a appris que le ministre aurait ordonné, ministre du Travail, à ce que les employés, les agents de GEFREM qui avaient été virés à l'époque soient réhabilités. C'est là qu'est le problème. Vous savez, quand il y a la mauvaise foi des gens, ils ont l'habitude de tordre un peu l'essence des choses pour dire voilà, tel a fait alors que ce n'était pas lui. Ces agents, ex-agents de l'OGEFREM ont été virés par le DG, et pour certains d'ailleurs, leurs documents ont été signés par le DGA, qui est actuel le DGAI. Une commission a été mise en place, présidée par la primature. Le coordonnateur de la commission venait de la primature, le coordonnateur adjoint venait du cabinet du ministre des Transports. De l'époque. Cette commission a examiné, voilà, je peux même vous montrer quelques éléments pour qu'on ne donne pas l'impression de parler dans le vide. Vous voyez, ça c'est une correspondance du cabinet du Premier ministre à l'époque, son directeur de cabinet qui écrit pour mettre en place une commission pour examiner le cas de ces agents qui ont été
soi-disant viré par M. Patience Saïba. Cette commission a statué et la commission a donné son rapport au Premier ministre Bruno Tshibala. Le Premier ministre Tshibala a écrit cette correspondance concerne clôture du dossier des cadres et agents. Vous pouvez le lire. Sinon, on a l'impression que je suis en train de... Clôture du dossier et cadre révoqué à l'OGFREM après examen de la commission ad hoc mise en place, tout ça. Voilà. Vous pourrez lire le dernier paragraphe. Par ailleurs, j'exhorte aussi, bien, le premier ou le dernier? Non, le dernier pour que les gens comprennent simplement. Par ailleurs, j'exhorte aussi bien les organes de gestion de l'OGFREM, à savoir l'administration, les conseils d'administration que la tutelle, chacun dans la sphère de ses attributions, a œuvré dans l'harmonie, dans la transparence, la confiance et l'objectivité nécessaires pour préserver l'intérêt général, tout ça. Non, il faut commencer par celui-là. Bon, je prends ça. Me référant aux conclusions des travaux de la commission précitée, dont la charge des coordinations a été confiée à la primature, je vous instruis de clôturer définitivement ces dossiers des cadres et agents concernés au regard des faits gravissimes leur reprochés et du respect de la procédure prescrite par la convention collective en vigueur à l'OGFREM, qui était ma préoccupation pour prendre une décision en toute équité et de ne pas cautionner l'impunité dans les entreprises et établissements publics. Voilà. Donc, une enquête a été menée par une commission interministérielle au-dessus de DG Saïba, présidée par la primature. Le rapport a été fait au Premier ministre. Le Premier ministre écrit en disant, voilà, ne réintégrez pas ces agents parce que les éléments qui m'ont été présentés par la commission et non pas par le DG Saïba sont convaincants. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils aillent voir, qu'ils saisissent les instances judiciaires. Les agents ont saisi les instances judiciaires. J'ai ici quelques jugements. Si vous lisez, bon, ne citez pas le nom de l'agent, mais lisez juste le dispositif du jugement pour que les gens sachent qu'est-ce que le tribunal a dit, puisqu'ils sont allés en justice. Dit régulière, la résiliation du contrat de travail intervenu entre M. Mbaba et l'Office de gestion de fret multimodal. Voilà. Ils sont allés en justice. Le juge a examiné leurs moyens de preuve. Ils sont représentés par des avocats costauds. Le juge a examiné des moyens de preuve et s'est rendu compte que la résiliation des comptes a été régulière. Ils ont été régulièrement chassés de l'OGFREM. Bon, aujourd'hui, une lettre du ministre dit réhabiliter. Ma question est celle-ci. Quand la lettre dit de réhabiliter, vous faites quoi de cette décision de justice? Ça veut dire que la lettre du ministre est au-dessus d'un jugement? La lettre d'un ministre est au-dessus de cette décision prise par le Premier ministre? À la rigueur, il devrait renvoyer le dossier au Premier. Parce que quand le Premier ministre prend une décision, ça ne peut être annulé sur le plan administratif, que soit par le Premier ministre, soit par celui qui est supérieur au Premier ministre. En l'occurrence, le président de la République. Pas un ministre. Donc, il devrait renvoyer le dossier au niveau de la primature pour que le Premier ministre Sam Alukonde, s'il estime qu'il veut revenir sur cette lettre, cette décision de Bruno Tshibala, il a toute autorité pour le faire. Mais prendre une décision qui a été prise par le Premier ministre, par les cours et tribunaux, et les mettre sur la tête des Patience Saïba parce qu'on veut le couler, parce qu'on veut l'enfoncer, c'est de la malhonnêteté pure et simple. Vous pensez que la décision de réhabilitation vise plutôt Patience Saïba? L'humilier, le couler Oui, pour démontrer au monde que c'est lui qui les avait mis dehors, sans respecter les normes, il a refusé d'obéir à la décision de les réintégrer. Or là, il est clair que c'est le Premier ministre qui avait refusé de les réintégrer, ce n'est pas le DG de l'OGFREM. Donc, demandez au DG de l'OGFREM d'aller à l'encontre d'une lettre du Premier ministre, d'une décision du Premier ministre ou d'un jugement des cours et tribunaux. Vous savez, les jugements des cours et tribunaux s'imposent même au président de la République. Un ministre ne peut pas dire je bats, parce que là, ok, le jugement a dit la résiliation du contrat est régulière. Vous, ministre, vous dites réhabiliter. On fait quoi de ce jugement? On suppose que le jugement n'a jamais existé. Ça veut dire que c'est une manière maintenant de corriger les jugements par des décisions du ministre. Comment ça se passe? On est dans un état de droit. On n'est pas dans une cacophonie. Il y a ce qu'on appelle la pyramide de normes. Une lettre d'un ministre, ce n'est pas une décision d'une juridiction d'appel. Ce n'est pas une décision de la Cour de cassation. Une lettre d'un ministre n'a aucune autorité sur un jugement rendu en bonne et due forme. Il y a là un jugement. Et il y en a pour beaucoup d'entre eux. Il y a pas que celui-là. Il y a plein de jugements ici où ils sont allés en justice et ils ont été déboutés. Maintenant, un ministre dit, bon, écoutez, faisons comme si le jugement n'a jamais existé, faisons comme si le Premier ministre Tshibala n'a jamais pris de décision, mettons tout sur la tête de Saïba, et puis ordonnons que ces gens-là soient réhabilités. C'est la cacophonie. Ceux qui conseillent ce genre de choses aux autorités, vous les induisez en erreur, parce que ça, c'est une violation manifeste de la loi. Vous savez, les jugements sont rendus au nom de qui? Les jugements. Et ils sont exécutés au nom de qui? Président de la République et le peuple congolais.
Donc on ne peut pas, ministre, simplement par une simple lettre, dire voilà, je passe outre les Donc jugements. si Saïba revient, même si ces gens ici revenaient, réintégrer le GFM, non, ce n'est pas Saïba. C'est le Premier ministre. Il a des problèmes avec tous ces ministres de tutelle. Quand le Premier ministre écrit, Tibala, vous pensez que Saïba, DG de l'OGFM, avait une quelconque incidence sur un Premier ministre? Le Premier ministre dit, j'ai examiné les moyens, parce que, lisez la composition de la commission. Il y avait les gens du cabinet du Premier ministre, il y avait les délégués du cabinet du ministre, il y avait le syndicat des agents de l'OGFM, il y avait des représentants, même des organismes de la société civile, qui sont allés dans cette commission pour examiner est-ce que réellement ces agents ont détourné ou pas. Et ils ont fait leur rapport au Premier ministre Bruno Tshibala, qui en vertu de ce rapport a dit, je clôture ce dossier, que ces agents-là ne soient pas réhabilités, s'ils ont des griefs, qu'ils saisissent les cours et tribunaux. Les agents ont saisi les cours et tribunaux, ils ont été déboutés. Aujourd'hui, bon, il suffit d'avoir un cousin qui est quelque part là-bas, on va bousculer, écrivez-nous une lettre de réhabilitation, alors que le cousin, quand on va lui dire d'écrire la lettre de réhabilitation, on ne lui dit pas qu'il y a un jugement. Alors que quand on va dire au cousin là-bas, écoutez, on veut être réhabilité, on ne lui dit pas que le Premier ministre avait tranché le dossier. On lui dit, c'est le DG qui nous crée des problèmes, c'est le DG qui nous a mis dehors. Donc on présente des fragments de vérité, et ainsi on est en train de tuer l'état des droits. Et dites-moi, ça va faire un précédent? Demain, quelqu'un va être expulsé d'une résidence par une décision de justice, le ministre des Affaires foncières va venir les réinstaller. On va aller où? Les décisions de justice, maintenant, quand vous voulez aller en appel d'une décision de justice, il faut écrire au ministre de tutelle. Ce n'est pas ça l'état des droits. Ça, c'est de la cacophonie. Attendons voir ce que ça va donner. Entre-temps, Saïba, lui, il est encore à la maison. Donc dans oui, pour dire que ce dossier, comme certains ont tendance à le coller à Saïba, ça n'a rien à voir avec Saïba, ça s'est passé au niveau du gouvernement. Lui n'a fait que suivre les instructions du Premier ministre à l'époque, et il n'a fait que suivre les instructions contenues dans le jugement rendu par le tribunal de travail. Si le tribunal de travail avait ordonné à Saïba de réhabiliter ces gens, il l'aurait fait. Parce que le Premier ministre avait dit qu'il saisisse la justice. Le tribunal de travail a dit non, il s'en est tenu à respecter les normes. Donc ça n'a rien à voir avec lui, que ceux qui veulent en faire une affaire personnelle de Saïba, qui aurait une dent contre X ou Y, ça n'a rien à voir. Saïba est au service de l'État. Le président de la République est celui qui nomme et qui démet les mandataires de leurs fonctions. Si le président estime qu'il veut encore utiliser l'expertise de Saïba, c'est son plein droit. Et si le président estime qu'il ne veut plus utiliser l'expertise de Saïba, c'est son plein droit, c'est le président de la République. Mais que des ministres ou des gens qui ont des affinités avec des ministres puissent chercher à couler ce mandataire qui est quand même l'un des meilleurs que nous ayons eu, simplement en trafiquant des documents comme ça, c'est triste. Parce que dans toutes les correspondances de la réhabilitation de ces gens-là, il n'y a pas une seule correspondance qui dit que Tshibala, il y a une lettre du Premier ministre ou qu'il y a des jugements. C'est-à-dire que ce sont des vérités qu'ils ont omis à dessein. Parce qu'ils savent que jamais un ministre raisonnable ne va demander à vous réhabiliter alors que vous avez été en justice et vous avez perdu. Jamais un ministre raisonnable ne va demander à vous réhabiliter alors que le Premier ministre avait signé pour dire on ne vous réhabilite pas. Donc je pense qu'à ce stade, il revient soit au Premier ministre Samba Lukonde de revenir sur la décision de Tshibala s'il estime devoir le faire, ou alors tout ce qu'ils vont faire là sera irrégulier. Parce que demain, quelqu'un va se lever et va aller en justice contre ces décisions-là qui vont être cassées. Maître Mwakassa, on est à la 55 minutes. Merci à vous d'être venu nous voir. Hein. Merci beaucoup, cher ami Perrault, et je voulais en profiter pour te féliciter pour le grand travail que tu es en train de faire. C'est très gentil. On a vu comment CEPEL a commencé, et au fur et à mesure, nous voyons comment non seulement le cadre de travail est en train de s'améliorer, et puis le professionnalisme dans ce qu'il est en train de faire, donc corriger ce qu'il y a à corriger. Un monsieur, c'est celui qui écoute parfois les critiques de certaines personnes qui ne vous aiment pas aussi, mais ils peuvent, tout en ne vous aimant pas, dire aussi des choses qui sont à prendre en compte, corriger ce qu'il y a à corriger, améliorer ce qu'il y a à améliorer. Mais en tout cas, vous faites un très bon travail et je vous félicite et je félicite toute l'équipe de CEPEL. Merci beaucoup, Maître Yves Mwakassa d'être passé nous voir. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable. Merci à notre partenaire, la boutique La Londoloise, avec sa patronne Judith Londolé qui nous habille d'ailleurs encore ce soir. Cette veste, cette chemise, même la montre si vous voulez la voir. Regardez les spots publicitaires au début et à la fin de cette émission. Appelez la maison La Londoloise, commandez partout où vous êtes. Elle se fera les réels plaisirs de vous envoyer. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro, les amis. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.
recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.